venus des demi-finales de ce grand concours d'éloquence qui a été, dont c'est la première édition. Tout à l'heure, on disait, il y en aura peut-être une autre. Je vous garantis qu'il y en aura d'autres. Voilà, merci à tous les participants, y compris à ceux qui n'ont pas été sélectionnés les 10 derniers là, des demi-finales. Moi, j'ai vu un certain nombre de présentations ou de performances tout à l'heure. Je pense qu'il y en a plein. Ils ont tous qui auraient mérité. Hein, ils étaient tous performants. Bon, il a fallu en sélectionner 10. Donc voilà, on en a 10 pour ces demi-finales et puis ensuite pour la finale. Donc voilà, merci à tous les participants. Merci à nos partenaires sans qui ce concours n'aurait pas pu se tenir. Et je voulais aussi dire que Anna va nous expliquer pourquoi on a créé ça. J'allais te le... Bon ben merci à tous, effectivement. Je voulais juste revenir, et puis Juliette complétera, sur pourquoi on a voulu créer ce programme, parce que vraiment, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas juste un événement qu'on a voulu mettre aux universités de printemps. L'idée, c'était vraiment de se dire que, bon bah, en tant que jeunes, on a une voix, on a des idées à faire passer, que là, tous les juniors qu'on a avec nous, et je me compte encore dedans, mais on est quand même les futurs vétérinaires, et qu'on communique, et qu'il faut se sentir légitime de faire tout ça. Et quoi de mieux finalement pour le SNVEL? Moi je les vois, les vétérinaires du SNVEL quand j'étais à l'école, qui parlent tous les jours, qui parlent à des politiques, qui parlent à tout le monde, que ce soit des vétérinaires praticiens, les institutions. Et ben c'est de l'éloquence, c'est de la discussion, c'est convaincre. Donc je trouvais que ça avait vraiment du sens de proposer ce programme au sein des SNVEL Juniors. Donc on a eu la chance de se faire accompagner, et je pèse mes mots, parce que c'était primordial d'être accompagné par des personnes compétentes pour créer ce programme. Donc les étudiants ont eu des formations tout au long de l'année, ils ont accédé à des sites internet avec des exercices, ils ont eu des entraînements, et là c'est la finalité de tout ce parcours-là. Mais il y a eu plus de 60 étudiants qui se sont inscrits, on a eu plus de 22 étudiants aux sélections, donc c'est vraiment pour nous, bah, on est tous fiers de vous, fiers de votre participation. Merci encore d'y avoir cru. Merci au SNVEL, et merci évidemment à nos partenaires, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans vous. Donc on présentera le jury, et puis on vous expliquera un peu comment ça fonctionne. Mais je voulais aussi dire un grand merci à Juliette. Juliette, c'est une rencontre d'il y a très longtemps, quand j'avais 3 ans. Elle était même pas née. Mais voilà, c'est une de ces belles rencontres, et c'est vraiment celle qui nous a permis de créer ce parcours jusqu'au concours d'éloquence. Juliette, elle est championne d'éloquence, et puis surtout, elle a créé une boîte qui s'appelle Aura Éloquence, avec que des jeunes qui forment à l'éloquence, et ça pour nous c'était extrêmement précieux. Donc merci Juliette. Merci Anna. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an, un peu moins, Anna m'a envoyé un DM sur LinkedIn en me disant « faut qu'on parle ». J'ai dit « ok, pourquoi pas, ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, mais pourquoi pas ». Et avec ses yeux, ses grands yeux bleus et son large sourire et sa force de conviction, elle m'a dit « moi je veux faire des choses pour les jeunes, je veux faire des choses pour les jeunes vétérinaires, je veux les aider à prendre la parole en public ». Et c'est de là qu'est née les voix vétérinaires qu'on a donc co-construit ensemble. Je voulais d'abord faire un message pour le jury qui aura la lourde tâche de trancher les 5 finalistes sur les 10 demi-finalistes. Faites avec le cœur. La vérité, c'est que le regard, l'ancrage, la structure, c'est évidemment extrêmement important parce que c'est le meilleur moyen de réussir un discours. Mais ce qui compte à la fin, c'est est-ce que vous avez été touché, séduit, effleuré? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que cet orateur ou cette oratrice très talentueuse ou talentueux vous a donné un petit bout de lui, d'une certaine manière, en prenant la parole? Et à tous ceux qui vont prendre la parole pour cette demi-finale, faites qu'une chose, savourez ce moment. Il est rare aujourd'hui en 2025 de prendre la parole continuellement pendant 7 minutes sans se faire interrompre. Donc c'est un privilège énorme qu'on vous fait aujourd'hui d'avoir cette écoute, cette attention et cette admiration. Donc profitez-en, passez un bon moment, soyez vous-même. Le meilleur conseil qu'on pourra jamais donner en prise de parole en public, c'est de faire preuve de sincérité. Et ce concours, on l'a fait avec toute notre
tout notre cœur et toute notre sincérité. Donc j'aimerais qu'on applaudisse Anna et toute l'équipe du SNVL pour avoir fait ce concours. Merci à tous et profitez bien. Bon, allez, sans plus attendre, on va commencer nos sélections. Donc les étudiants, vous avez l'ordre. Je vais vous laisser descendre sur scène, essayer de vous mettre un peu les uns à côté des autres. Puis ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, un peu plus de monde, mais on fait tout pareil. Nous commençons donc par les éloges, avec Gabriel sur l'éloge de... La peur. Éloge de la peur. Gabriel, tu as 7 minutes, c'est quand tu veux. J'avais 6 ans. J'étais en CP. Et pourtant, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Pour la première fois, je l'ai exprimé en public. Et aujourd'hui, si ce souvenir est autant ancré dans ma mémoire, c'est pour une seule et unique raison. J'avais peur. J'étais terrorisé. D'aucuns pourraient penser que si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est que cela a changé. Eh bien, il n'en est rien. Encore maintenant, mon corps tremble et mon cœur bat la chamade. Et c'est tant mieux. Parce que quand on cherche à combattre la peur, à la faire taire, à l'éviter, alors on cesse d'avancer. Je me tiens aujourd'hui face à vous pour lui rendre ses lettres de noblesse, pour qu'au lieu de chercher à la combattre, nous apprenions à danser avec elle. La peur est partout. Elle est là, dans nos villes, dans nos campagnes, dans les discours politiques, mais surtout dans le cœur de chacun d'entre nous, êtres humains. Une chambre obscure, un lieu que nous fuyons comme on le recherche, un endroit, rien qu'à nous, que nous taisons de toute la force de nos poumons. Et dans cette chambre, une présence que nous connaissons tous. Elle n'a pas de visage, mais de multiples formes, de multiples noms. Parfois, elle est silence, parfois cri intérieur. Elle, c'est la peur. Depuis toujours, on lui fait la guerre, l'opposant au courage comme si c'était ennemi. Mais il n'en est rien. Quand on l'accepte, la peur n'est pas l'obstacle, elle est le messager. Elle me dit « ce que tu fais compte ». Elle me dit « tu tiens à quelque chose ». Elle me dit « tu es en vie ». Car oui, on ne se sent jamais autant en vie que lorsqu'on a peur. Il y a de ça quelques jours, je suis monté dans un avion. J'avais sur le dos un sac des plus banals. L'avion accélère, il décolle. Nous voilà à des kilomètres du sol. C'est beaucoup, mais pas autant que mon taux d'adrénaline. Le moniteur ouvre la porte, il crie « en position ». À ce moment, sous mes pieds, comme dans ma tête, c'est le vide. Une voix qui résonne, un mot, saute. Je m'élance, je tournoie, je virevolte, le sol m'appelle, il m'attire. Et d'un coup, je vole. Alors je vous le demande, qu'aurais-je ressenti sans la peur? Qu'aurais-je vécu? Sans doute rien de plus qu'une vulgaire promenade de santé. Aurais-je ressenti, au moment où mes pieds ont touché le sol, ce frisson si puissant d'être en vie? Je ne pense pas. Alors merci la peur. Merci pour ces décharges d'adrénaline qui nous rappellent que nous vivons. Merci aussi d'être là au quotidien, quand on doit passer un examen, parler à l'oral, signer un contrat. Parce que la peur, c'est aussi cette petite voix qui nous guide dans nos décisions, qui nous pousse à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes. On nous enseigne depuis tout petit que la peur est une ennemie. N'aie pas peur, comme si c'était une faiblesse, une faute, une erreur. Mais la peur n'est pas un mur, c'est une porte. Alors oui, elle fait suer les paumes, elle fait trembler les jambes, elle fait balbutier les mots, mais c'est parce qu'elle est vivante et qu'elle nous réveille. La peur, elle guide nos choix. C'est un peu comme une alarme incendie. C'est insupportable, le son est horrible, on est tous contents qu'elle soit là? Non. Alors oui, aujourd'hui, je fais l'éloge de la peur. Pas comme une ennemie à terrasser, pas comme une faiblesse à cacher, mais comme une compagne silencieuse. La peur ne crie pas, elle veille, et si nous apprenons à marcher avec elle, peut-être qu'elle guidera nos pas au lieu de les freiner. Là où notre cœur bat, là où notre voix tremble, là où commence le courage. Merci. Merci Gabriel, c'est au tour de Philippine.
Sur l'éloge de l'amour. On ne badine pas avec l'amour. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, membres du jury, prenons ce sujet très au sérieux. Il existe d'innombrables définitions de l'amour, mais laissez-moi m'arrêter sur l'une de mes préférées. L'amour, comme la guerre, n'admet pas de demi-mesure. On doit se battre pour l'obtenir et le maintenir. Comprenez, mesdames, messieurs, membres du jury, que lorsque l'on parle d'amour, il faut de la ténacité et de la volonté. Mais de quel amour parle-t-on? L'amour propre? L'amour parental indiscutable? L'amour fraternel? Ou l'amour passionnel de Claudel? Je ne m'attarderai que sur le dernier. L'amour attaque, il presse, il cède, il se défend, tantôt faible, tantôt fort, tantôt triomphant. Aimer sans compter n'est pas sans danger. Et le règne animal l'a bien compris et exclut très souvent la monogamie. Alors certains y renoncent et considèrent lucide l'homme, comme un ensemble d'atomes et de vide. Les célibataires endurcis peuvent dormir tranquilles. L'amour véritable est puéril. Pourtant, s'il y a bien un mot qui ne pourra jamais être rationalisé par ChatGPT, c'est bien le verbe aimer. Nous aimons aimer. Nous cherchons sans cesse l'amour. L'amour ne se maîtrise pas, c'est un acte de foi. Mais si l'amour est universel, aimer reste une expérience personnelle. Alors laissez-moi vous partager mon premier amour avec un grand A et le revivre une dernière fois. Il était une fois une soirée de juillet ensoleillée, dans un pays où l'on perd rapidement 10 degrés. Réputé pour son thé, pas pour sa gastronomie, peuplé d'habitants au sarcasme abrasif, vous l'aurez compris, je vous parle des roast-beef. Il s'est présenté, m'invita à danser, et dans un français pas terrible, il chuchota. « Avec moi, Phil, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. » Et je compris, à cet instant, en fixant ses yeux azur, que je venais de rencontrer, non pas l'homme de ma vie, mais un parfait abruti. Puis la soirée passa, l'alcool monta, et l'orgueilleux se radoucit. C'est ainsi que le 16 du mois, j'effleurai pour la toute première fois cette maladie qui touche les enfants de 7 à 77 ans. Je vous parle de ce sentiment pur, sacré. Chaque rencontre devient une fête secrète. Chaque absence est comptée. C'est la vie qui s'intensifie, enterrant toute forme de mélancolie. Puis, nous avons grandi. Lui sur les bancs d'Oxford, moi sur les bancs de Saint-Louis. Ce sentiment pur et sacré évolua en amitié. Multipliant les FaceTime pour estomper ces quelques kilomètres, multipliant les appels et les lettres, tout me manquait. Sa voix, ses yeux, même son style vestimentaire douteux. Mais une chose m'enivrait par-dessus tout, celle qui te rend parano et fait monter ton cardio crescendo. Je vous parle de son parfum Kenzo. Les années passèrent, non sans quelques embûches. Le latin, la philosophie et les grands penseurs occupaient désormais toutes ces heures. Et moi, je m'installais à Lyon, dans mon nouveau campus. En février 2022, la pandémie frappa. La fermeture des frontières en fut le triste résultat. Il fallait trouver une solution. Pour traverser la mer, j'écrivis donc au ministère des Affaires étrangères et lui expliquai mes motivations. Et à ma grande surprise, je reçus une autorisation. J'en tirais donc 2 leçons. Aimer véritablement est un moteur puissant. C'est le carburant de notre vie. On est prêt à tout par amour, pour le meilleur et pour le pire. Et aimer véritablement est un choix. Si l'amour peut naître d'une étincelle spontanée, sa pérennité repose sur des choix délibérés. De ces choix naissent une construction, un bricolage astucieux pour résister aux tumultes capricieux de la vie et aux intempéries. Alors, je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite de désirer, car aimer, c'est déjà vouloir, comme en droit pénal, l'intention vaut l'action. Alors, je ne vous souhaite qu'une chose, je vous souhaite d'aimer et de ne jamais y renoncer. La prochaine candidate s'appelle Mélanie, sur l'éloge du second rôle.
Petite, j'adorais Mulan. C'était, et d'ailleurs, c'est encore mon dessin animé préféré. Mulan, c'est une femme forte, une héroïne hors du commun. Elle sauve un empire par sa seule volonté, son courage, sa détermination. Elle incarne la justice, alors même que tout autour d'elle la lui refuse. Et pourtant, seule, Mulan n'est rien. Sans Yao, Ling et Shenpo, elle n'aurait jamais survécu au combat. Sans Mushu, son fidèle dragon, ainsi que son criquet porte-bonheur, elle n'aurait même pas pu entrer dans le camp d'entraînement. Sans tous ces personnages secondaires, jamais Mulan n'aurait pu vaincre les Huns. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'eux, de ceux qu'on oublie de célébrer, de ceux qui ne tiennent pas le rôle principal, mais sans qui rien ne tiendrait debout. Quand on parle second rôle, on pense tous à un personnage en particulier, un personnage qui nous a touchés, qui nous a émus, qui nous a fait rire ou qui nous a fait pleurer, un personnage qui donne du relief à l'histoire, de la profondeur au héros et souvent du cœur au récit. Pour ma part, je pense à Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Il n'est pas le roi, il ne mène pas d'armée, il ne chevauche pas de dragon, mais il observe, il comprend et il conseille. Il ne se bat pas avec une épée, mais avec son esprit, et souvent, c'est bien plus puissant. Tyrion est celui qu'on ne prend jamais au sérieux, jusqu'à ce qu'il devienne indispensable. C'est celui qui ose dire la vérité, même au risque de tout perdre. Et surtout, c'est celui qui nous touche, par son humanité, son humour, sa solitude. Tyrion est un second rôle, et pourtant, dans Game of Thrones, il est celui qui apporte de la profondeur, de l'intelligence. Il ne prend pas toute la lumière, mais moi je trouve qu'il éclaire la scène entière. Je pense également à Ron et Hermione dans Harry Potter. Oui, Harry est l'élu, il est celui qui vainc Voldemort, mais soyons honnêtes, jamais il n'aurait survécu sans le courage, la bravoure et la dévotion dont font preuve ses deux meilleurs amis. Mais ces personnages ne sont pas des exceptions. Je pense à Dory dans Nemo, à Clément Mathieu dans Les choristes, au lieutenant Dan dans Forrest Gump, et je pense à Spike dans Coup de foudre à Notting Hill. Je pense à tous ces personnages secondaires qui pourtant restent avec nous bien après le générique. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, qui, ici, aimerait voir l'un de ces films sans eux? Et avant de me répondre, donnez-moi un synopsis dans lequel le héros s'en sort, seul. Je vous écoute. Parfait. Parce que cette idée, je pense qu'elle ne s'arrête pas à l'écran. Par un curieux effet de miroir, je crois qu'il en va de même dans la vraie vie. Par anthropomorphisme, peut-être, je suis le personnage de ma propre histoire. Je suis celle à blâmer, à critiquer, à encourager aussi, dans le récit que j'écris jour après jour. Mais heureusement, je ne suis pas seule sur scène. J'ai mes seconds rôles, et mieux encore, je suis le second rôle dans la vie de ceux que j'aime. Nous le sommes tous. Nous sommes les seconds rôles de nos proches, de ceux que nous soutenons dans l'ombre, sans projecteur, sans générique, mais toujours là. Dans le film de ma mère, je suis peut-être ce personnage discret, mais essentiel, celui qui l'empêche de baisser les bras lorsque tout va mal. Dans la série de mes amis, je suis peut-être celle qui relance l'intrigue alors que l'histoire stagne, qui apporte un soupçon d'humour dans un épisode bien trop sombre. Et vous aussi, vous jouez ce rôle. Vous êtes ce frère qui décroche le téléphone à minuit alors que tout va mal, tout s'effondre. Vous êtes ce collègue qui voit quand le sourire est forcé. Vous êtes ce parent qui reste calme alors que tout s'effondre, et vous êtes ce regard silencieux qui rassure sans avoir besoin de parler. Un second rôle, ce n'est pas être en retrait, c'est être en soutien, en présence et en impact. Et bien souvent, c'est grâce à ces seconds rôles que l'histoire peut continuer. Alors ce rôle-là, moi, je le prends avec joie, sans réfléchir, sans attendre d'applaudissements, sans jalousie ni envie, parce que parfois il est bien plus beau d'accompagner l'histoire que de la porter seule. Alors, dommage, mais je finirai par dire que non, je ne rêve pas d'être le héros,
Je n'ai pas besoin d'être au centre. Je suis fière d'être celle qui tient la main, celle qui soutient, écoute et encourage. Je suis fière d'être la présence discrète mais essentielle. Je suis le second rôle et si vous l'êtes, alors soyez-le pleinement, parce qu'au fond, c'est nous qui rendons l'histoire inoubliable. C'est à Quentin sur l'éloge du doute. Je doute. Oui, je doute. Alors vous pensez que le doute, c'est le stress, l'anxiété, que ça me paralyse? C'est tout le contraire. Vous croyez qu'on monte ici sans douter, mais tout le monde ici doute. La personne avant moi, la personne après moi, et la personne en face de vous. Mais moi, le doute, je ne le vois pas comme un frein, je le vois comme un moteur. Le moteur qui m'a amené à vous. Alors aujourd'hui, si je veux parler du doute, c'est parce que c'est grâce à lui que je sais pourquoi je suis ici. Sans le doute, on fonce tête baissée, on avance sans recul, et on subit des conséquences que l'on n'avait pas imaginées. Ne pas douter, c'est se laisser emporter par l'enthousiasme, par la peur. Alors douter, c'est se poser la question qui dérange. Et si je me trompais? Douter, c'est peser le pour et le contre. Douter, c'est utiliser la balance bénéfice-risque. Je sais, ça vous parle tous. C'est cette balance, une balance qui dénonce les erreurs. Alors nous arrivons sur la science, un sujet qui m'est cher, et je l'espère vous l'est également. Car oui, j'ai pas peur de le dire, il n'y a pas de science sans doute. On a même un autre mot pour ça en science, on appelle ça une hypothèse. La science, ce n'est qu'une série d'hypothèses, tout le temps testées, tout le temps remises en question. La science, c'est le refus de croire sans preuve. C'est toujours tout remettre en question. La science, c'est le refus, c'est croire avec des questions. Et tout remettre en question, c'est aussi se protéger de soi-même. Mais alors pourquoi? Est-on faillible? Oui, à cause des biais. Mais quand est-ce qu'on biaise? Tout le temps. Aujourd'hui, le plus connu, c'est le biais de confirmation. Alors vous vous baladez sur Instagram et un contenu complotiste arrive. C'est plutôt intéressant. Ça vous intrigue et vous le regardez en entier. C'est curieux, catchy, un peu bizarre. Mais vous l'avez vu. Et maintenant, une dizaine d'autres arrivent. Vous les regardez tous. Et alors une passion naît d'une simple curiosité. Et puisque tout le monde le dit, vous pensez que ce contenu complotiste est vrai? Mais est-ce que ce n'est pas juste un algorithme qui vous a enfermé dans une bulle, qui regroupe les gens qui pensent comme vous? Vous êtes Obélix, tombé dans la potion magique, et vous n'en sortirez plus. Alors j'aurais vraiment aimé vous parler de l'effet Dunning-Kruger, qui vous rend surconfiant. Vous parler de, par exemple, la dissonance cognitive, qui vous empêche de sortir de cette bulle. Mais on m'a dit avant de monter sur scène que ce n'était pas une conférence TED. Alors le doute permet chaque avancée de ce monde, et j'espère que vous en êtes convaincus. Aujourd'hui, vous vous lavez les mains dès que possible, c'est normal. Mais est-ce que vous savez qu'on s'est moqué de Ignaz Semmelweis pour l'avoir initié? Même pire que moqué, on a rejeté ses travaux. Pire que rejeter ses travaux, on l'a jeté à l'asile, et pire que jeter à l'asile, on l'a battu à mort. Pourquoi? Mais parce que si à l'époque vous osiez dire que disséquer un cadavre puis ensuite faire accoucher une femme, c'était peut-être la source d'une maladie, peut-être. Mais alors vous étiez en train de dire que les médecins étaient la cause de cette maladie? Alors aujourd'hui, remercions le doute, car c'est grâce à lui qu'on sait pourquoi on se lave les mains. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais remercier le doute, car c'est lui qui a fait qui je suis, c'est lui qui fait que je sais pourquoi je suis ici, et j'espère avoir réussi à vous faire à tous passer le message que le doute, ce n'est pas un renoncement au savoir, c'est sa condition. Merci. Nous accueillons tout de suite Marie.
ce mot qu'on lance pour faire taire, qu'on brandit dans les bibliothèques, dans les disputes qui dérapent et dans les salles d'examen. Silence. Comme s'il fallait toujours combler, contrôler le vide, et pourtant. Le silence n'est pas qu'absence de bruit, il est aussi présence. Présence de soi, présence des autres et présence de ce qui vient. Il est refuge, lien et tremplin. Alors pour une fois, laissons-le parler. Il y a un silence qui ne fait pas peur, un silence qui enveloppe, qui rassure, celui du soir, qui tombe sur une journée agitée, quand tout s'apaise enfin. Celui qui succède à une colère, à des cris, à des larmes, et qui ressemble à une paix retrouvée. Ce silence-là, ce n'est pas juste une absence de bruit, c'est un espace de répit, un moment suspendu où l'on peut respirer à nouveau. Il ne fait pas que calmer, il nous permet de revenir à nous-mêmes, de sentir que notre cœur bat encore. C'est le silence qu'on cherche quand on est perdu dans le vacarme du monde, quand on ne sait plus que penser, quand on ne sait plus très bien qui l'on est. Il nous permet de revenir à une voix, la nôtre, celle qu'on a tendance à un peu trop réduire au silence, justement. Et puis il y a un autre silence, plus lourd, qui suit une épreuve. Une mauvaise nouvelle, un deuil, une rupture, le silence dans lequel on pleure sans bruit, parce que les mots sont trop étroits pour dire ce que l'on ressent. Il fait mal, mais il est nécessaire, parce qu'il permet de ressentir vraiment, de digérer, d'amorcer parfois un début de reconstruction. Le silence ne résout rien, mais il ouvre un espace pour comprendre. Le silence, c'est aussi relation, ce n'est pas que solitude. Vous connaissez sans doute ce moment rare, précieux, où l'on est assis à côté de quelqu'un et où aucun mot n'est nécessaire. Et le silence n'est ni pesant, ni gênant, il est confortable. C'est un silence qui dit « Je n'ai pas besoin de parler pour être compris ». Il y a aussi ces regards silencieux qui en disent long, le regard réprobateur d'une mère à son enfant, celui de cet ami qui voit qu'on va mal. Ces instants de silence ne sont pas vides, ils sont d'une richesse inouïe, parce qu'ils parlent une langue que les mots ne savent pas toujours traduire. Ce sont aussi ces petits silences du quotidien qui nous relient malgré tout. Le silence un peu tremblant avant de parler en public, dont je ne pourrais pas plus vous parler. Le silence suspendu dans une salle de spectacle avant que les lumières s'éteignent. Et le silence tendre d'un baiser. Autant de silences qui ne coupent pas la parole, mais qui permettent la connexion. Ce silence-là, il ne nous enferme pas, il nous relie, parce qu'il est écouté, accueilli et partagé. Il est la preuve qu'on peut être ensemble, même sans bruit. Il arrive aussi que le silence soit utile. C'est le silence avant une grande décision. Celui que j'ai connu avant ce concours, quand je me suis demandé si j'allais vraiment le faire, que vous avez certainement connu avant un entretien, ou une déclaration d'amour dont vous n'étiez pas exactement sûr. Ce moment tendu où l'on ne dit rien parce que tout se joue à l'intérieur. Il est le calme avant la tempête, mais il est aussi le calme qui permet de ne pas être emporté par elle. Il est stratégique, ce silence. On le choisit parce qu'il faut. Parce que parler serait pire, parce qu'on n'a pas encore les bons mots, ou parce que parfois le silence est la meilleure des réponses. Ce n'est pas un vide, c'est un espace qu'on garde pour mieux avancer, un espace de préparation. Le silence, on le redoute, on le fuit, et pourtant, il nous recentre, il nous relie, il nous prépare. Il est ce temps qui vient après ce qui fait mal, ce souffle qui accompagne sans heurter, ce recul qui précède le mouvement. Il est vide, oui, mais d'un vide qui permet le plein. Alors quand j'aurai terminé ce discours, je vous demanderai de ne pas applaudir. Non pas parce que vous n'avez pas apprécié, je suis sûre que c'est le cas, mais parce qu'ici, ce calme que vous laisserez flotter aura plus de sens que n'importe quel autre bruit. Parce qu'il dira
que vous m'écoutiez encore, que quelque chose a résonné. Et si dans cet instant suspendu, vous aussi vous ressentez quelque chose, alors le silence aura gagné. Mesdames et messieurs, j'ai peur. J'ai peur du vide, peur de l'échec, peur de perdre ce que j'aime. Et devant vous, j'ai peur de rater ce discours, peur que vous ne m'écoutiez pas. Pourtant me voilà. J'ai choisi de ne pas fuir, de faire face. Mais ne voyez pas là un acte de bravoure. Car si je suis devant vous aujourd'hui, c'est sans doute grâce à elle. La peur. Comme vous, je m'en suis longtemps méfié, parce que la peur, on la connaît surtout dans ses excès. Celle qui paralyse le mulot face au serpent, celle qui pousse à mentir pour ne pas décevoir, celle qui ordonne à votre vessie de retourner aux toilettes pour la 7e fois, comme moi aujourd'hui. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, la peur n'est pas qu'un sentiment d'angoisse ou un fardeau à fuir à tout prix. Parfois, elle est un bouclier, parfois, elle est un défi, et souvent, elle est une force. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je fais un pari, celui de vous convaincre de l'aimer. Pour comprendre ce que la peur a de précieux, il faut revenir loin, très loin. Remontons ensemble le fil du temps et arrêtons-nous quelque part entre la découverte du feu et la domestication animale. Voici Homo erectus, un lointain ancêtre. Comme vous et moi, il doit nourrir sa famille. Mais pas question pour lui d'aller au supermarché du coin acheter une côte de bœuf. Armé d'outils rudimentaires, taillés dans le bois, il part à la chasse. Au loin, un mammouth. Ce n'est pas la proie qu'il espérait, mais un colosse imprévisible. Homo erectus hésite. Mais trop tard, le mammouth le repère et s'élance, défense en avant, pour renverser celui qu'il perçoit comme une menace. Un frisson traverse alors l'échine d'Homo erectus. Son cœur s'emballe, et tous ses sens en éveil lui hurlent de fuir. Il court, porté par l'adrénaline, et échappe à la mort. La peur lui a sauvé la vie. Car depuis la nuit des temps, cet instinct n'est pas un défaut de fabrication, mais un mécanisme de survie. Un système d'alarme qui nous garde en vie. Sans elle, nous serions des funambules sans filet, des inconscients traversant l'existence les yeux bandés, car c'est la peur qui nous fait freiner à temps lorsqu'un obstacle surgit. C'est elle qui nous fait reculer au bord du précipice ou éviter une ruelle sombre. Sans peur, pas de prudence. Sans peur, pas de réflexion. Sans peur, pas de lendemain. Elle nous oblige à envisager les conséquences, à anticiper les risques, à faire des choix éclairés. Elle ne nous empêche pas d'avancer, elle nous empêche de tomber. Mais la peur ne fait pas que nous protéger. Elle nous pousse aussi à nous dépasser. Prenez les grandes victoires, les grandes premières, les grands exploits. Aucun champion n'affronte la peur, n'affronte un record sans peur. Aucune actrice ne monte sur scène sans la boule au ventre. Et pas un alpiniste ne défie l'Everest le cœur tranquille. C'est justement parce qu'on tremble un peu qu'on se concentre davantage, qu'on s'applique et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. La peur nous rappelle que ce qu'on est en train de faire compte. C'est elle qui nous sort de notre zone de confort, nous force à progresser, à oser un peu plus chaque fois, pour que nos limites ne soient jamais ancrées. Sans peur, il n'y aurait ni dépassement de soi, ni courage, ni même prouesse, rien que l'indifférence et la tiédeur. Alors oui, elle nous tord le ventre, nous fait douter, nous fait transpirer, mais elle nous pousse à nous surpasser. Elle est le vertige avant l'envol. Finalement, je n'ai plus honte de ma peur,
Parce qu'en plus de me protéger au quotidien, c'est elle qui m'a fait venir ici. C'est elle qui m'a poussé à écrire, à réécrire, à douter, à recommencer, et même à repasser ma chemise ce matin. Bon, je vous assure, elle l'était bien repassée ce matin. C'est elle qui m'a fait oser participer à ce concours. La peur n'est pas l'ennemi du courage, elle est son point de départ. Et si j'ai tremblé en arrivant devant vous, je tremble encore un peu au moment de vous quitter. Mais j'emporte avec moi une certitude. N'ayez plus jamais peur d'avoir peur. La prochaine candidate s'appelle Alban sur l'éloge de l'échec. Si l'échec était une compétition, j'aurais déjà plusieurs trophées et peut-être même une médaille d'or. Mais rassurez-vous, je suis très fière de mon palmarès. On voit souvent l'échec comme une fatalité, comme quelque chose de très négatif, voire même tabou. La réussite est valorisée, l'échec est dénigré. Personnellement, je pense que les échecs méritent d'être applaudis, célébrés, voire même défendus. En effet, ce sont les échecs qu'on a surmontés qui donnent toute leur saveur aux réussites. Lors d'un concours, par exemple. C'est malheureux à dire, mais c'est parce que nous, on a appris et que d'autres personnes ont échoué qu'on est aussi fiers, aussi heureux et aussi méritants. La réussite est très valorisée dans nos sociétés actuelles, trop valorisée. Réussite familiale, réussite professionnelle, réussite personnelle, on n'accepte jamais la possibilité de l'échec. Paradoxalement, la société est généralement peu attirée par quelqu'un qui réussit dans tout, sans avoir échoué à un moment, car il est trop conforme, sans intérêt, orgueilleux, même s'il a réussi. L'échec est donc un passage obligatoire pour qui veut réussir, mais réussir vraiment et être reconnu pour cela. Il mérite donc d'être applaudi. Une autre vertu de l'échec est qu'il met en lumière ce que nous cherchons souvent à cacher, nos motivations, nos défauts et nos mauvaises décisions. L'échec ne vous récompense pas, il vous remet en question. Il ne vous flatte pas, il vous forge. Car l'échec, c'est d'abord un arrêt, une fissure dans le rythme effréné de nos certitudes. Et dans cette brèche, un nouvel espace s'ouvre, celui de la réflexion. Prenez n'importe quelle personne renommée et cherchez non pas ses réussites, mais ses échecs, ce qu'ils et elles ont pu en tirer ensuite. Einstein, par exemple. Avant de devenir l'éminent scientifique reconnu qu'il est aujourd'hui, il a été renvoyé de son école à 15 ans, a ensuite échoué au passage de l'examen d'entrée de l'école polytechnique de Zurich. Il a très probablement analysé dans les moindres détails les raisons de ses échecs et a ensuite passé 1 an en changeant de méthode et en cherchant à être plus autonome, puis en repassant le concours qu'il a cette fois réussi. Et c'est loin d'être le seul échec de la vie de cet homme. Mais chacun d'entre eux a permis de forger ce grand homme. Quand on échoue, on ne fonce plus, on réfléchit. Et parfois, on découvre ce qu'on n'aurait jamais vu autrement. Un axe d'amélioration, une nouvelle méthode, une idée neuve et un bout de soi que l'on ignorait. L'échec est notre meilleur ami. C'est lui, le point de départ de notre expérience, de ce qui fait que nous devenons ce que nous sommes. Un proverbe africain dit que quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Je suis personnellement persuadée que les livres de cette bibliothèque sont des essais, des théories, des échecs et toutes les réflexions qui en font suite. Que c'est ça la vraie richesse, que c'est ça la réussite qui devrait être valorisée, que c'est ça l'expérience. Alors je vous invite à défendre avec moi l'échec cuisant, le petit échec, celui qui donne de la saveur aux réussites, cet ami-ennemi si intime, cette réflexion intrinsèque. Vous deviendrez alors les gardiens de l'expérience. La prochaine candidate s'appelle Tiffaine, sur l'éloge du silence. 21 845. C'est le nombre moyen de mots que nous prononçons chaque jour. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ces mots ont 1000 raisons d'être prononcés. Mais quand le cancer de maman a commencé à lui voler ces mots, c'est dans le silence que, paradoxalement, nous nous sommes le plus retrouvés. Un silence brut, sincère, qui disait bien plus que n'importe quelle phrase. Ce langage-là, celui du non-dit, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. J'étais au lycée quand maman est tombée malade. Cancer des cordes vocales. Ironie du sort, elle, d'un naturel extraverti, s'est retrouvée peu à peu privée de sa voix. Les rayons de la radiothérapie ont grignoté ses mots jusqu'au silence. Un silence d'abord pesant, que l'on tentait de combler maladroitement, comme si le bruit pouvait réparer ce que la maladie défaisait. Mais face à sa douleur, à sa fragilité, aucun mot ne suffisait. Alors, le silence s'est imposé et j'ai appris. J'ai appris à comprendre un regard, à entendre un sourire, à deviner l'amour dans un geste. Puis, peu à peu, les mots sont devenus superflus. Un froncement de sourcils, une main posée, un souffle retenu, tout était là. Nous avons trouvé une autre manière de nous comprendre. Le silence est devenu un refuge, un espace d'écoute vrai où tout se disait sans être dit. Je me souviens des trajets en voiture pour aller au centre Leclerc. Nous restions muettes, nos gorges nouées, incapables d'exprimer nos peurs, notre douleur ou même notre amour. Ce silence-là, c'était le nôtre. Un monde suspendu où les mots n'avaient plus leur place. Car le corps ne ment pas et le silence, lui, ne ment jamais. Ce silence casanier tranchait violemment avec les tumultes de la cour de récréation, les rumeurs, les discussions légères du lycée. Très peu comprenaient ce que je vivais à la maison. Alors, dans ce silence, j'ai appris à penser par moi-même, à revenir à l'essentiel. Moi, qui ai toujours aimé vivre dans le bruit, la musique, les échanges animés, j'ai dû apprendre à aimer le vide. C'est à cette période-là que, paradoxalement, j'ai le plus grandi. Le mot « enfant » vient du latin « infans », celui qui ne parle pas. Et pourtant, c'est justement quand les mots se sont tus chez moi que j'ai quitté l'enfance. Le silence a fait de moi une adulte. Aujourd'hui, maman va bien. Elle a retrouvé sa voix, sa santé, son rire. Mais ce silence m'a appris à écouter différemment, à entendre les silences pudiques dans les « tout va bien, ne t'inquiète pas », que l'on serre poliment par réflexe pour rassurer l'autre. Ce silence m'a appris à deviner ce qui se cache derrière les non-dits. Et ce don, je le retrouve dans ma vocation de vétérinaire. Les animaux
eux, n'ont pas de voix. Ils communiquent dans un langage plus subtil, plus vrai. Ils souffrent en silence, ils aiment en silence. Nous, vétérinaires, nous devons apprendre à détecter ce silence, à percevoir ce qu'un battement de cœur ou un souffle trop court peut nous dire. Le silence devient un outil diagnostique, un espace d'observation, un lieu de compréhension. Finalement, ce que j'ai compris, c'est que ce silence, ce n'est pas un manque, c'est un luxe. Il est ce qu'il reste quand tout a disparu. Le silence est un acte de résistance dans un monde qui crie trop fort, un acte de présence dans un monde qui va trop vite. Alors, aujourd'hui, je fais l'éloge du silence, parce qu'il dit l'essentiel, sans bruit. Parce qu'il nous relie bien plus que de nombreux discours. Parce qu'il est un refuge, un lien intime avec ce qu'on aime. Le silence m'a appris à écouter les autres. Mais surtout, il m'a appris à m'écouter moi-même. Je n'en ai plus peur, je l'accueille, je l'honore. Parce que dans ce silence, j'ai appris à aimer, à comprendre, à être vraiment là. Et un jour, vous aussi, peut-être, à force de mots, vous saurez, vous aussi, entendre ce que le silence vous murmure au cœur. Clotilde, c'est un prénom qu'on entend de moins en moins dans les rues de notre France. Clotilde, un vieux prénom allemand, plus profond qu'on ne le pense. Il est formé de deux mots, Claude, la gloire, et Hilde, le combat. Clotilde, la gloire et la guerre. Et s'il est justement un Allemand qui a beaucoup utilisé ces mots, c'est Friedrich Nietzsche, ou pour les plus francophones d'entre nous, Friedrich Nietzsche. Friedrich nous demande dans son gai savoir qui prétend bien rire et même bien vivre en général s'il ne prétend d'abord à la gloire et à la guerre, à Claude et à Hilde. Oui, globalement, Nietzsche nous dit que le réconfort vient après le confort, mais il était payé au mot, alors la phrase est un petit peu plus longue. Le philosophe nous dit ici qu'on ne peut espérer atteindre le plus haut degré de bonheur sans combattre nos peurs, que l'on est encore jeune pour être encouragé, que l'on doit d'abord combattre avant de convaincre, voire parfois concéder avant de se comprendre, qu'il faut être appauvri avant d'être apaisé, qu'il faudra nous battre contre nous-mêmes et notre égoïsme, cesser ce jeu qui nous tue, jeter nos jeux et nos tus, et lever les ons au rang de pape. Je ne parle pas ici de chercher le confort, qu'il est aisé de s'approprier. En effet, il suffit d'être bête et bourrin pour se sentir confort. Non, mesdames, messieurs, je vous parle ici du plus haut des sentiments, de la plus belle des émotions. Je vous parle du réconfort. Là où le confort convient à tout être fainéant, le réconfort nous demande des efforts, nous force à nous informer, quitte à nous déformer. Il nous forme et nous inspire. Il est dans chaque difficulté ce à quoi on aspire. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un grand voyage, car il savait que Pénélope l'attendrait sur le rivage. Pensez-vous seulement que le roi d'Ithaque aurait parcouru l'Europe sans le réconfort de cette pensée ancrée sous sa couronne? Pensez-vous vraiment qu'il aurait vaincu un cyclope? Ou sans réconfort, Ulysse serait resté personne? Le réconfort est la plus belle des émotions, car elle est complexe et plurielle. Le réconfort mêle l'espoir, le courage, l'apprentissage et la consolation. Le réconfort, c'est ce lit chaud quand tout autour est froid. C'est cette étreinte amicale quand vivre fait un peu trop mal. Quand nos avis semblent disparates. Quand notre vie semble disparaître.
C'est le réconfort, encore, qui est présent pour nous accueillir, pour nous dire « ne t'inquiète pas, on remontera à la pente ensemble, même si ça doit prendre des années. » Et nous dire que si tout le monde s'en fout, c'est parce que ce monde est un peu fou, et qu'être plus bas dans ce monde-là, ce n'est peut-être pas si mal que ça. Oui, c'est dans les pires moments que l'on trouve le réconfort, quand toutes les bougies semblent éteintes. C'est cette lueur dans le ciel qui se répand comme une onde, qui nous rappelle que perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre, et que les étoiles brillent plus fort dans les nuits les plus profondes. Mais le réconfort, ce n'est pas seulement ça. Il ne se contente pas d'être là quand on est au plus bas, il est l'architecte de notre reconstruction. Le réconfort, c'est un Edmond Rostand des temps modernes. Le réconfort, c'est cette voix qui nous crie « Abandonner, maintenant, après tout le chemin que tu as fait, après tous les efforts endurés, non merci. Laisser tomber, alors que la victoire n'a jamais été aussi proche, alors que la vie est déjà un peu moins moche, non merci. S'arrêter là, quand tant de personnes comptent sur toi, quand ils te tendent déjà leurs bras, non merci. Baisser tes bras, alors que la maison est au bout du chemin, alors que le soleil est déjà là au matin, non merci, non merci, non merci. » Voilà pourquoi le réconfort est la plus belle des émotions. Il est exigeant, mais nous le connaissons tous. Le réconfort, c'est réussir à avoir son train après avoir couru sur le quai. C'est se dire que même si le thème des universités du SNVEL est l'intelligence artificielle, le soir, au moins, au concours d'éloquence, l'humain aura la part belle. C'est se dire que si une politique vole des millions à la France, sa réputation ne restera pas intacte. Bon, maintenant que j'y pense, parfois le réconfort manque une rime. C'est sentir dans votre main celle d'un parent, ou savoir qu'en partant, il a su qu'on était présent. Alors, cher public, cher jury, mon message de ce soir se veut réconfortant et empli d'espoir. Nous avons tous en nous une raison d'y croire. Moi, après une journée trop difficile, quand je n'ai pas pu soigner, quand je n'ai pas su sauver, mon réconfort, je le retrouve chez moi, dans les bras de celle que j'aime, dans ces mots qui me rassurent. Oui, ce n'est qu'après toutes ces années que j'ai enfin compris la fameuse phrase de Nietzsche. Car mesdames, messieurs, le sort aimant se jouer du poète, les muses, dans mon cas, se sont unies en guilde, ont personnifié mon réconfort en une femme et l'ont appelée Clotilde. Mesdames, messieurs, l'ennui est mort. Disparu dans l'indifférence générale, remplacé par le scroll, les stories, les likes. Mort d'épuisement, à force de lutter contre les écrans et les notifications. On l'a enterré, sans cérémonie, sans fleurs. Pourtant, il était partout. Il traînait dans les salles d'attente. Il s'étalait dans les après-midi trop longs. Il s'invitait même dans les dîners de famille. Il avait ce regard vague, lointain. On le reconnaissait à sa capacité à transformer une mouche sur un mur en spectacle fascinant. Il était lent, vide, inconfortable, mais il était à nous. Aujourd'hui, j'aimerais lui rendre hommage, car derrière ces airs de néant, l'ennui portait en lui des merveilles. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'est Blaise Pascal qui l'a dit. Et pourtant, dans cette chambre, il peut se passer tant de choses. Tenez, 1665, la peste frappe Cambridge. L'université ferme. Un étudiant, du nom d'Isaac Newton, est renvoyé chez lui. Il se retrouve seul, sans professeur, sans programme. Et devinez quoi? Il s'ennuie. Alors, il observe. Il contemple les choses tomber. Un jour,
une pomme chute. Et dans le vide de son ennui surgit une loi universelle, la gravité. La suite, vous la connaissez. Et ce n'est pas un cas isolé. Combien d'idées ont jailli d'un regard vide posé sur un plafond? Combien d'inventions sont nées d'un temps mort? L'ennui, c'est l'antichambre du génie. Mais voilà, aujourd'hui, on ne s'ennuie plus. On a transformé l'ennui en panne alors qu'il était en pause. On le remplace. Mal. TikTok tue l'ennui. Spotify l'enterre et Instagram achète les fleurs. À l'école, s'ennuyer est devenu un échec pédagogique. Dans le métro, on optimise le temps mort. Même dans les toilettes, on emporte son téléphone. Il faut toujours remplir, combler le moindre silence, occuper le moindre moment. L'ennui n'est pas seulement mort, il a été interdit. Et si, dans ce contexte, s'ennuyer devenait un acte de rébellion, une insoumission à la dictature de la productivité, une pause offerte à un monde qui court trop vite. S'ennuyer, aujourd'hui, c'est dire non. Non aux objectifs, non au planning, non aux algorithmes qui dirigent à notre place. C'est reprendre le contrôle du vide. C'est faire de la place à soi, à la lenteur, au silence. L'ennui, c'est l'hiver de l'âme. On croit qu'il ne se passe rien, mais sous la surface, les graines germent. Alors, réconcilions-nous avec lui. Accueillons l'ennui comme un ami trop longtemps oublié. Il n'est pas un néant, mais un silence fécond. Il n'est pas une perte de temps, mais une distension du temps. La prochaine fois que vous vous ennuierez, ne sortez pas votre téléphone. Ne cherchez pas à faire quelque chose. Restez là. Attendez. Respirez. Écoutez ce qui monte. Peut-être qu'une idée tombera, comme une pomme. Et si, dans cette salle, certains d'entre vous ont décroché, ouvert leur téléphone, regardé l'heure, ne serait-ce qu'un instant, alors j'ai gagné. J'ai semé peut-être une graine d'ennui. Et si elle pousse, surtout, ne la dérangez pas. Bon, merci à tous. Vous avez entendu des discours absolument incroyables. Dites-vous que c'était la même chose pendant les sélections, donc c'était d'autant plus difficile. Et à ce titre, je tiens à remercier notre jury, parce que vraiment, on a tous délibéré, on a pris du temps, encore une fois, on est en retard. Donc déjà, un grand merci à GPM de nous accompagner. Alors là, pour le coup, depuis le tout début. Donc merci Cindy et Sarah d'être présents à nos côtés aujourd'hui et puis depuis encore une fois le début de ce concours. Bon, mes deux acolytes, mes deux compères depuis le début de cette aventure aussi avec Anne qui est encore en train de gérer ces universités. Merci à David et merci à Eric de nous accompagner, d'avoir été présents et d'être également membre du jury. Bon, merci à Juliette que je ne présente plus. Et merci LCL et Interfimo, merci Marie-Ange pour ton soutien sur ce projet, mais aussi plein d'autres. On a vraiment hâte de continuer de travailler ensemble. Merci à Alexandre, merci à G2R de nous accompagner également. Et puis, merci évidemment au SNVEL avec Valérie qui représente l'étape régionale. Et merci à APForm, merci à Karine d'être présent et partenaire. Alors avant d'annoncer les vainqueurs de cette épreuve, je voulais juste revenir un peu aussi sur nos critères de notation pour que vous compreniez comment on a difficilement sélectionné nos candidats. On a évalué 4 choses, on a évalué le fond, la forme, l'émotion, et puis on avait un bonus qui était donc nos coups de cœur et le respect du temps. Mais tout le monde a respecté le temps. Donc voilà, n'hésitez pas, les grilles, on les a transmis à nos jurys, mais si ça vous intéresse, on pourra aussi vous les transmettre, tout comme nos formations.
Donc sans plus attendre, nos 5 étudiants qui sont retenus pour cette finale, sans ordre de priorité, nous avons Pierre, nous avons Adrien, nous avons Tiffaine, nous avons Marie, ça va, et enfin nous avons Mélanie. L'ordre de passage sera Adrien, Tiffaine, Pierre, Mélanie et Marie. Adrien, c'est maintenant. Et le sujet est pourquoi parler. Ils sont tous le même. Pourquoi parler? Il y a un vote du public également. Comment on fait son voter? Et là, je vous dirai à la fin, ne vous en faites pas, ce sera après nos délibérations, ce sera, on espère, avec l'application, et sinon, on fera. Ou à la présidente. Ah, la présidente. On est très étudiants et on s'attend. Bon, cette petite chose, Adrien, tu peux. Allez. C'était un mardi banal. Fin de journée, lumière jaune dans les rayons d'un supermarché. J'étais seul avec mon panier, mon silence et mon paquet de pâtes. Et puis, elle est arrivée. Une petite dame, cheveux blancs, bien rangés, regard un peu perdu, sourire timide. Elle s'est arrêtée à côté de moi et m'a dit « Vous êtes jeune ? Vous savez cuisiner, vous ?» Je lui ai souri poliment, mais elle a continué. Elle m'a parlé de son chat, de ses enfants, du prix des pommes, de son mari qui n'était plus là, de son silence, surtout. Je crois qu'elle n'était pas venue acheter des légumes. Elle était venue acheter une conversation. 5 minutes plus tard, elle a tapé sur mon épaule. « Merci de m'avoir parlé, vous m'avez fait du bien. » Et moi, je n'avais rien dit. Ce jour-là, j'ai compris. Parler, ce n'est pas juste faire du bruit. Parler, c'est exister pour quelqu'un. C'est rompre la solitude avec un mot. C'est reconnaître l'autre et peut-être, en retour, être reconnu soi-même. Et je me suis demandé, pourquoi parle-t-on vraiment? Il y a des gens qui parlent fort pour cacher leurs failles, d'autres qui ne parlent jamais par peur de trembler. Et il y a un moment, parfois tard, où l'on comprend que parler, c'est s'affirmer. Dire « voilà ce que je pense, voilà ce que je suis ». On croit qu'on a tous une voix. Mais souvent, on ne fait que répéter celle des autres, car trouver sa voie, c'est un long chemin. Alors un jour, on ose, on prend la parole, et pour la première fois, on s'entend. Et mieux encore, on s'écoute. Tant qu'on ne parle pas, on nous parle à notre place. On nous étiquette, on nous réduit, on nous range. Mais parler, c'est refuser d'être résumé à une case. Parler, c'est reprendre sa forme, donner un contour à ce qu'on est et un cap à ce qu'on veut être. Même un simple « non » peut changer une vie. Un « je » bien placé peut faire exister une personne ignorée. Et puis parfois, on cherche à se taire.
mais le silence devient un fardeau plus lourd que les mots. Oui, parler, c'est politique. Même dire qu'on n'a rien à dire, c'est déjà prendre position. Parce que les mots dessinent le réel, et celui qui a les mots a le pouvoir. Les dictatures le savent bien. On muselle les journalistes, on interdit les poètes, on efface les mots avant d'effacer les hommes. Mais les mots résistent, parfois en vers, parfois en cris, parfois en rêve. I have a dream. 4 mots, un souffle, un monde bouleversé. Les phrases simples peuvent ébranler des siècles d'injustice. Elles peuvent réveiller, rassembler, secouer. Parler, ce n'est pas juste dire ce qu'on pense. C'est prendre part à ce qui se construit. C'est devenir acteur au lieu de spectateur. Et même quand on ne parle pas, quand on parle bas, on peut faire du bruit dans l'histoire. Mais il n'y a pas que les grandes tribunes, les discours en majuscules, les mots qui font trembler les foules. Il y a aussi les phrases en minuscules, celles qu'on dit à une seule personne et qui parfois réparent. On dit que les mots ne remplacent pas les actes, mais parfois ils évitent les fractures. Un silence peut geler un lien. Une phrase, elle, peut le dégeler. On a tous en nous une parole qu'on aurait voulu entendre et une qu'on aurait dû dire. On croit qu'il faut des phrases parfaites, mais non, il faut des phrases sincères, pas pour résoudre, pas pour guérir, mais pour rejoindre. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas effacer, mais il y a des douleurs qu'on peut entourer, avec un peu de présence et quelques mots vrais. Parler, c'est aussi ça, c'est prendre soin. Parfois, on soigne avec une seringue, mais souvent, on commence avec une phrase. Alors, à travers ces mots échangés, ces vérités chuchotées, ces silences brisés, on comprend que parler, ce n'est pas qu'une action. C'est un lien, un acte de présence et parfois un acte d'amour. Alors, pourquoi parler? Parce que sans mots, nous ne sommes que des corps qui s'évitent, des pensées enfermées, des sentiments sous cloche. Parler, ce n'est pas toujours bien dire, ce n'est pas toujours convaincre, mais c'est toujours faire un pas vers l'autre. C'est dire « je suis là, je pense ça, je ressens ça, et je te tends ça ». Ce n'est pas la parole parfaite qui change le monde, c'est la parole présente, offerte, vivante. On ne naît pas avec une voix, on la cherche, on la casse, on l'apprivoise. Mais le jour où on la trouve, le monde commence à nous entendre. Alors, pourquoi parler? Eh bien parce qu'à travers les mots, on ne fait pas que se dire, on se relie. Quelle ironie! Pourquoi parler alors que je viens de vous livrer mon éloge du silence? Parce que parler, ça m'a libérée. Libérée du poids de la maladie. Prendre la parole, témoigner, raconter,
c'est un acte de résistance, un acte d'affirmation. Parce que parler, c'est se réapproprier sa voix, au sens propre comme au sens figuré. Et aujourd'hui, on me demande pourquoi parle-t-on? Eh bien, moi, je crois qu'on parle pour ne pas disparaître. On parle pour laisser une trace, pour exister dans le regard des autres. Je parle, donc je suis, dirait un Descartes un peu bavard. C'est ce que j'aurais pu répondre face au professeur. Chaque année, en ramenant mes bulletins à la maison, toujours la même phrase. Bonne élève, mais bavarde. Oui, je bavarde, je confesse. Mais ces bavardages, croyez-moi, c'est du travail d'orfèvre. Parce que parler, c'est apprendre à se tenir dans le monde, à s'y frotter, à s'y révéler. C'est par les mots qu'on se construit, qu'on se compare, qu'on se marre, qu'on tombe amoureux ou qu'on se venge en douce à la récré. On parle pour tester nos idées, nos limites, notre place parmi les autres. On parle pour grandir. Et puis, je suis la petite dernière. Donc, dans la fratrie, ma voix, c'était mon premier outil de négociation. Et les tympans de mes parents, c'était leur première limite. Donc, on parle pour prendre sa place. Et parfois, simplement, pour qu'on nous laisse la place. Socrate faisait l'éloge de la maïeutique. Parler pour faire accoucher les esprits. Quel comble au temps où l'assemblée des femmes n'était qu'une vulgaire boutade. Parler, ce n'est pas rien, surtout quand on est une fille. Parler, c'est oser se rendre visible, exprimer une pensée, une émotion, un désaccord. Parler, quand on est une fille, c'est parfois transgresser. C'est refuser d'être gentille, discrète, raisonnable. C'est prendre la parole, à l'instar de Simone Veil, de Malala ou de Gisèle Pellicot. C'est prendre la parole alors qu'on attend qu'on la prenne pour nous. C'est oser la voix, hausser la voix, pas pour crier, hystérique, mais pour exister. On ne naît pas bavarde, on le devient. Alors non, je ne crois pas que parler soit une simple mécanique. C'est un acte profondément humain, intensément vivant. La langue a ses raisons que la raison ignore. Mais il y a des moments où les mots nous échappent, des moments où on les vide de leur sens. Parole, parole, parole. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Parfois, on parle pour ne rien dire. Ou pire, on parle pour combler, pour meubler le vide, pour éviter le malaise. Quand on n'a rien à dire, il faut juste bien le dire. Mais ce n'est pas parce que certains mots sont creux que la parole est vide. Ce n'est pas parce que certains mentent qu'il faut cesser de parler. Parce que la parole vraie, celle qui engage, celle qui relie, elle peut tout changer. Parler, c'est dire « je suis là ». C'est tendre un fil entre soi et le monde. C'est parfois maladroit, parfois sublime, mais c'est toujours vital. Alors parlons. Parlons mal, parlons vrai, parlons fort, parlons trop. Mais ne laissons jamais d'autres parler à notre place. Si je devais finir par une seule idée, ce serait celle-ci. On ne parle pas parce qu'on a des choses à dire. On parle parce qu'on a des choses à vivre. Alors, à vous maintenant, parlez, parlez bien, parlez mal, mais surtout, parlez vrai. C'est au tour de Pierre de venir nous raconter pourquoi parler. « 1740, Grenoble.
Un jeune avocat lyonnais plaide pour la défense d'un innocent présumé, mais bien coupable en réalité. Cet avocat est un homme de talent, un orateur éloquent. Il sait user de sa parole pour convaincre qui l'entend. Il parle si bien que le criminel est relâché et une veuve est condamnée. Mais l'avocat comprend bien vite son erreur et c'est un homme de valeur. Atterré d'avoir sauvé celui qui devait être condamné, Claude Bourgelat quitte le jour même son métier. Il en fondera plus tard un autre, celui de vétérinaire. Il est l'homme à l'origine de cette école. Dès son origine, le métier de vétérinaire fut donc lié aux valeurs et aux paroles. Si parler pour défendre ses idées est contraire à la justice, alors soyons des criminels. Mesdames, messieurs, chers jurys respectés, chers publics fatigués, je viens vous présenter mon dernier crime de la soirée. Ce soir, je prends la parole et avec elle, je ne serai pas tendre. Ce soir, je vole la parole, attends 8 minutes avant de la rendre. 8 minutes, le délai que l'on m'offre, mon espace à moi, un laps de temps pendant lequel chacun dans cette salle se voit imposer ma voix, mon cheveu sur la langue et mon regard narquois. 8 minutes pour vous faire entendre ce que je souhaite, à défaut d'être sûr de pouvoir le faire écouter. 8 minutes. Mais alors, de quoi parler? Et plus encore, pourquoi parler? Pour communiquer, certes, le langage est utile. Quand je dis « je viens de la meilleure école vétérinaire de France », chacun sait que c'est d'Alfort que je pense. Bon, j'en vois certains dans la salle dont le regard voudrait déjà me faire taire. Je crois avoir oublié que le langage, malgré son utilité, admet des subtilités. Mais pourquoi alors user de sa voix? Sarah Bernhardt disait « la voix est l'instrument qui permet de toucher l'âme des autres ». Bon, elle disait aussi « le trac vient avec le talent ». Merci Madame Bernard, grâce à vous je me suis senti talentueux toute la semaine. Mais parler sert aussi à éviter les conflits. La clé de toute relation saine est dans la communication. Pour qu'un amour soit stable, il faut d'abord bien s'entendre. Et pour qu'il dure, il faut n'avoir qu'une parole. S'aimer, c'est pouvoir s'écouter et se parler sans que cela nous coûte. Parler pour s'aimer. Parler pour se rassembler et réaliser combien on peut se ressembler. En parlant, nous avons réussi à unir Toulouse, Lyon, Nantes et Alfort pour qu'ils luttent ensemble comme un peuple dans un commun effort. Alors ensemble, l'amphithéâtre, unis, la salle, ils ne sauront priver nos écoles de nos voix. Et cela ne se limite pas à notre corps de métier. Toujours, partout, félicitons-nous de parler. Il est temps de montrer que la bonté vaut mieux que le tort. J'ai beau être vétérinaire, j'applaudis toute personne qui balance son porc. Quitte à transgresser les règles de l'art, quitte à être un Brutus au César, parler pour dénoncer, parler pour déclamer, parler pour dépoussiérer, pour revendiquer. D'ailleurs, parfois, pour parler, on n'a même pas besoin de notre voix. Certains font parler la poudre, d'autres parlent comme des livres. Parfois, notre parole est d'or, parfois on parle dans le vide. La parole nous est donnée à tous. Parler, c'est l'art universel. Vous me demandez pourquoi parler? Car parler nous met sur un pied d'égalité. Le tout est de faire que tes mots se tiennent. Nul besoin d'être un nouveau Démosthène. Je ne prétends pas être un orateur idéal, je laisse couler mes mots en espérant que là-haut, Cicéron ne me veut pas trop de mal. Oui, la parole est déjà là, en vous, en nous, en toi, en moi. L'important est de parler avant que s'éteigne notre voix. Alors comme je dois compter mes mots, autant que mes mots comptent. On m'a offert 8 minutes, j'ai décidé d'en prendre une pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Une mort humaine sur 4 dans ce monde est liée à notre destruction de l'environnement. Nous avons su perdre 2/3 des insectes en quelques années, 2/3 des mammifères sauvages en quelques décennies. Chers consoeurs, chers confrères, la vie se meurt. C'est indiscutable et c'est pourquoi je veux en discuter. La vie se meurt, il nous faut écouter ses cris. À chaque printemps silencieux, c'est notre faim qui s'écrie. Le slogan dit « Vétérinaire, pour la vie, pour la planète », sachons être à la hauteur de notre étiquette. Notre voix ne s'entend pas assez, comme si on avait peur qu'en criant, on vienne la casser. Pourtant, nos paroles comptent, scientifiques proches du peuple, médecins populaires, à la ville comme à la campagne, on ne fait pas taire le vétérinaire. Soyons fidèles à notre rêve d'enfant.
Sachons peser le poids de nos mots. Partout, inondons la place publique de nos Kazakhs et nos Kalos. Justifions notre rôle. Nous sommes l'interface entre la biodiversité et la santé. Nous sommes les scribes de l'épopée de la vie. Notre texte ne doit pas rester inerte. Prenons la parole aujourd'hui avant d'accumuler les pertes. Ma minute écoulée, je me dois de changer de sujet. Et si j'en ai choqué certains, je vous prie de m'excuser. Je suis né en France, je parle donc la plus belle des langues, le franc-parler. Quitte à parler peu, j'espère avoir su parler bien, j'espère en tout cas que je n'ai pas parlé pour rien. Et encore, parler pour ne rien dire, c'est déjà parler. Et à force de répéter, on finit par être écouté. Rien, c'est certes peu, mais 3 fois rien, c'est déjà beaucoup. 3 fois rien, ça fait un tout qui n'est pas moins que rien, et certainement pas rien du tout. Alors parlons, chères consoeurs, chers confrères. Pourquoi parler ? Parler pour lutter quand notre voix est diminuée, parler pour résister quand la foule crie trop fort, parler pour s'exprimer car notre vie doit compter, parler pour s'insurger contre la loi du plus fort, parler car la violence commence là où la parole s'arrête, combien ont refusé d'être bâillonnés et sont morts sous les baïonnettes, parler parce que je vis encore, parler parce que je ne suis pas mort. La lame sur la gorge pendant bien des années, je sais que cette salle regorge de suicides ratés. Quand la vie s'emballe, que notre parole se tait, le flacon de Dolétal semble un peu trop parfait. Trop se sont déjà tus. Trop se sont déjà tués. N'ajoutez pas votre silence au leur, s'il vous plaît. Alors faisons entendre nos voix, chorale de vie qui jaillit de nos avis. Quand la foule suit l'orateur et répond à son appel, notre espoir se fait chanteur, c'est le plus beau des gospels. Parce que la parole mène au rire et le rire aux larmes, larmes d'émotion, larmes de joie, larmes qui font baisser les armes. Dans un monde où l'on ne réprime plus le crime, où l'on peut annexer la Crimée, rappelons que face à Poutine, c'est un humoriste qui s'est levé. Parler car à l'écrit, on manque tant de la beauté des mots. L'accent soleil de Emma, la douce voix de Dormesson, toutes les nuances de nos voix, le timbre brisé de Sylvain Tesson. Parler car nos paroles sont des graines. Et même si on se plante, même si on nous fait taire, même si on nous enterre, il en poussera des mots, hier. Parlez pour vous dire ces derniers mots. Le monde est un poème auquel chacun peut ajouter sa rime. Bégayer n'est pas un blasphème, se tromper n'est pas un crime. On m'a demandé pourquoi parler. J'ai voulu le montrer plutôt que le dire, faire comprendre qu'en chacun de nous est un poète qui respire, rendre hommage aux voix apaisantes et aux paroles poudrières, et pour que chacun le ressente, le temps est venu pour moi de me taire. J'ai la chance de faire partie de ceux qui osent parler, devant un public, visiblement, mais surtout, je fais partie de ceux qui osent parler dans l'intimité, dans la sphère privée, dans le silence d'un salon, dans la tension d'un dîner, dans le secret d'un regard. Je fais partie de ceux qui, lorsqu'ils sont blessés, ne baissent pas les yeux. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir dire que je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Longtemps, je me suis tue. J'ai réfréné mes paroles, j'ai ravalé mes mots, j'ai laissé dire. J'ai laissé la terre entière se moquer de moi, rire de ma simple personne. Et ceux qui parlent, à tort et à travers, ne mesurent jamais la portée de leurs mots. Et moi, je ne mesurais pas encore le pouvoir des miens. Alors j'ai encaissé, en silence, jusqu'au mot de trop, jusqu'au jour où, lasse d'écouter et de subir,
j'ai décidé de répondre. J'ai décidé de parler, oui, mais que dire? Pourquoi parler, je vous le demande. Certains parlent par peur du silence. Parler, c'est combler un vide inconfortable. Ouvrir la bouche, produire des sons qui forment des syllabes qui s'assemblent en mots et qui, bout à bout, font une phrase. Et pourtant, souvent, on parle sans même savoir ce que l'on dit. Et si certains ont peur du silence, d'autres parlent parce qu'ils aiment le son de leur propre voix. L'homme est un animal vaniteux. Il veut être le centre de la pièce, le sommet de la conversation. Il parle fort, il parle vite, mais il ne dit rien, il se contente d'exister, bruyamment. Alors je me demande, moi, pourquoi est-ce que je parle? Bien, je pense que parler, c'est important. Cela ne devrait ni être futile ou angoissant, ni un moyen de s'élever parmi les autres. Je parle parce que les mots ont un pouvoir, les syllabes sont des lames, les phrases des épées et les discours des armées. Alors je vous le dis, parler peut apaiser. Après une dispute, après un long silence, les mots réparent ce que les gestes n'ont pas su dire. Une excuse, une explication, une main tendue en mots. Parler, c'est parfois oser dire non. 3 lettres, un mot si petit, si simple, et pourtant immense. Ce nom qui sauve, ce nom qu'on crie en espérant qu'il suffise. Et souvent, il n'est pas écouté, il est ignoré, ridiculisé, méprisé. Alors qu'il peut tout arrêter. Un nom ferme, c'est une frontière, c'est une limite qu'on dresse entre soi et l'inacceptable. Un nom clair, c'est un acte de résistance. Alors il faut éduquer à l'écouter, l'entendre, le respecter, car un nom, non entendu, peut détruire des vies. Et s'il n'est pas respecté, s'il est piétiné et que l'irréparable est commis, il reste encore les mots. Pour dénoncer, pour témoigner, pour résister, pour hurler justice, pour penser des blessures invisibles, pour reconstruire ce qui a été blessé. Car parler, c'est demander de l'aide. Dire « j'ai besoin de toi », ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une preuve de courage. Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard pour appeler à l'aide, mais encore faut-il pouvoir le faire. Encore faut-il savoir qu'on en a le droit. Et encore faut-il qu'on vous écoute. Alors oui, parler devient vital. Parler pour ne pas sombrer, parler pour rester debout, parler pour se raccrocher à l'autre, à la vie et à l'espoir. Les mots sont des armées dirigées par le général qu'est notre parole. Ils affirment, ils attaquent, ils réfutent, condamnent. Oui, les mots peuvent blesser, mais ils peuvent guérir. Et moi, je ne choisis pas d'en faire des poignards, mais des pansements. Car j'aime croire que les mots peuvent être beaux, qu'ils peuvent chanter au lieu de crier. J'aborde leur violence, tandis que j'adule leur lyrisme. Je parle pour décrire le vert profond des feuilles, celui que je vois lorsque je passe à l'orée d'un bois et que j'y jette un léger coup d'œil. Je parle pour raconter la sensation divine du sable chaud sous mes pieds, celui des plages que l'on visite en fin de soirée. Je parle quand l'écoute d'une musique douce, forte ou puissante me bouleverse et me force à lâcher une larme. Je parle quand l'acidité d'une fraise m'arrache un sourire et que malgré tout, elle est exquise. Je parle pour exprimer tout l'amour que j'éprouve, celui qui déborde de mon cœur quand je ressens le parfum de ma mère. Je parle parce que la beauté du monde m'y oblige, parce que spontanément, c'est à moi de le faire. Je parle à moi-même, aux autres et à la vie, parce que les mots sont nécessaires à la description de mon bonheur. Et les mots rassurent, ils complimentent, ils éclairent, ils réconfortent. Laissez-moi vous dire à quel point ma sœur est belle, pas pour vous, mais pour qu'elle l'entende. Laissez-moi vous dire que mon père est un pilier, pas pour qu'il le sache, mais pour qu'il s'en rappelle, toujours. Je parle, oui, mais je ne veux pas être celle qui crie le plus fort. Je veux être celle qu'on entend, même quand elle chuchote. Celle qui parle pour défendre et pour attaquer, celle qui parle par amour, par joie, par gaieté.
celle qui connaît la puissance de ces mots et qui en fait un bouclier ou un poème. Je veux être celle qui parle pour vivre, mais surtout, envers et contre tout, je veux être celle qui vit pour parler. Et notre dernière finaliste s'appelle Marie sur le sujet qui est toujours le même. Pourquoi parler ? Pourquoi parler ? Pourquoi suis-je devant vous ? Pourquoi est-ce qu'après tous ces beaux discours, je ne retourne pas gentiment m'asseoir pour enfin vous libérer ? Principalement parce que je ne suis pas sûre que le jury apprécie l'ironie, et aussi parce qu'un chèque ne ferait pas de mal à mon budget d'étudiante. Mais aussi pour des raisons plus philosophiques. Est-ce pour se rassurer ? Pour se comprendre ? Pour exister ? Peut-être. Mes chers confrères, chères consoeurs, je pense que dans notre métier, il y a une raison beaucoup plus simple, beaucoup plus brute. Nous parlons parce que nos passions ne le peuvent pas. Alors nous devenons leur voix. Et cette voix, on doit l'utiliser. Avec précision, avec compassion, avec force. Parce que parfois, c'est tout ce qu'on a. Parce que ce qui ne peut pas être dit peut quand même être ressenti. Et ce ressenti, notre rôle, c'est de le traduire. Un comportement, un souffle, une douleur muette, on cherche les mots pour leur donner une forme. Parler dans ce métier, c'est une manière de voir clair, de rendre tangible ce qui est flou. Un chien n'arrivera jamais en consultation en vous disant « Bonjour docteur, j'ai une douleur modérée au flanc droit, irradiant vers la hanche aggravée à l'effort. » Non. Il va boiter, claquer des dents sur son propriétaire, vous regarder et c'est tout. Et c'est là que notre travail commence. On observe, on palpe, on ausculte, on devine, mais surtout, on parle. Pas à eux directement, même si de temps en temps, on n'hésite pas. Mais avouons-le, on parle à leurs humains. On mène l'enquête. Depuis quand ? Est-ce qu'il mange ? Il a vomi ? Vous avez des photos ? Et dans leurs réponses parfois décousues, il faut capter l'essentiel. Recueillir chaque mot comme un indice, décrypter les silences, les regards, parce que dans cette consultation, nous sommes traducteurs. Traducteurs d'un langage qui ne se dit pas. Je me souviens d'un vieux chien en stage dont le propriétaire disait juste « il est bizarre ». Avec ça, on n'était pas beaucoup plus avancés, c'était quand même sacrément flou. Eux-mêmes étaient perdus. Ils cherchaient des réponses. Mais en posant les bonnes questions, en creusant un petit peu, on finit par mettre le doigt sur quelque chose. Ce bizarre, ça s'est transformé en hyperadrénocorticisme. Syndrome de Cushing pour les initiés. C'est avec des petits détails, des bribes d'histoire qu'on peut dessiner un diagnostic. On transforme un miaulement en tableau clinique, un regard triste en diagnostic différentiel, un comportement étrange en prescription. Nous sommes traducteurs d'un langage qui ne s'entend pas, et pour le traduire, il faut des mots, les nôtres. Et ce travail d'interprète, c'est souvent plus qu'un simple dialogue. C'est un moment d'écoute intense, où le silence du patient s'impose, mais où chaque parole compte. Et si on n'en parle pas, si on ne met pas de mots sur ce qu'on voit, alors leur douleur passe inaperçue, et nous avons échoué. Puis il y a ces moments-là, ceux où ce n'est pas les symptômes qu'on doit expliquer, mais l'inacceptable qu'on doit accompagner. La maladie chronique, le pronostic réservé, et un jour, l'euthanasie. Là encore, l'animal ne peut rien dire. Il ne dira pas « je suis prêt », ni « merci pour tout », et encore moins « tu peux me laisser partir ». Son humain, lui, cherche désespérément un signe, un regard, une posture, un mouvement de queue, quelque chose qui l'aide à se décider sans aucun regret.
Ce moment, c'est à nous de le prendre en charge. À nous de parler avec justesse, avec tact, parfois même avec des silences. Et je pense encore aujourd'hui à cette famille bouleversée qui s'accrochait à leur chien, 17 ans de vie commune. Toute une vie pour la jeune stagiaire que je suis à l'époque. Et en le serrant contre eux, entre deux sanglots, des pardons, des dizaines et des dizaines de « pardon, excuse-moi ». Est-ce que c'était la bonne décision pour leur compagnon ? Je le pense. Est-ce qu'il a pu leur dire ? Jamais. On devient la voix du départ. On dit ce que l'animal ne peut pas dire et ce que le propriétaire ne veut pas entendre, mais a besoin d'entendre. On devient gardien d'un dernier échange, témoin d'une dernière tendresse. Et dans ce moment fragile, nos mots doivent réconforter sans mentir, expliquer sans briser. C'est dur, mais c'est aussi profondément humain. Et si nous savons le faire, c'est parce que nous avons appris pourquoi parler quand le silence est trop lourd. Mais il ne faut pas oublier qu'être vétérinaire, c'est aussi passer beaucoup trop, parfois, de temps avec des êtres qui ne parlent pas. Et même si on adore les animaux, officiellement plus que les humains, parfois le silence peut devenir pesant. On enchaîne les consultations, les chirurgies, les soins, et à la fin de la journée, on réalise qu'on n'a pas partagé une seule parole qui n'était pas utilitaire. Pas un mot qui exprimait nos émotions à nous. Parce qu'on prend soin des autres, mais qui prend soin de nous ? Alors on parle. Entre collègues, entre amis, on partage un café, une garde trop longue, un pronostic qui nous reste en travers de la gorge. On parle pour alléger, pour respirer, pour évacuer cette charge invisible qu'on accumule chaque jour. Avec tact, parfois. Aux animaux eux-mêmes, on leur dit « T'as été super courageux, mon grand. Tu t'en sors bien pour un chat de la rue. » Ou juste « Ça va aller, je suis là. » Ils ne comprennent pas les mots, mais ils comprennent la voix, et nous aussi. Parce que parler à un chien qui tremble, à un chat qui agonise, ce n'est pas une absurdité, c'est une présence. Un moyen de ne pas être seul, eux comme nous. Et dans ce métier, parfois, ça fait toute la différence. Parler, c'est résister à l'usure, préserver notre humanité, refuser de devenir des machines à diagnostiquer. Et si parfois nos mots vacillent, s'ils se font rares ou trop lourds, alors il faut se souvenir que nous ne sommes pas seuls. Parce que derrière chaque vétérinaire, il y a d'autres voix prêtes à écouter. Une communauté silencieuse qui peut devenir un refuge, pourvu qu'on ose dire « moi aussi, j'en ai trop porté ». Parce que parler parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un vétérinaire de plus à se taire à jamais. Nous parlons par nécessité. Parce que si nous ne parlons pas, personne ne traduira leur douleur, personne ne soutiendra leurs humains, et parfois, personne ne pensera à nous. Parler dans ce métier, ce n'est pas bavarder, c'est transmettre, c'est soigner, c'est tenir debout. Parce qu'ils ne parlent pas, il faut bien que quelqu'un le fasse, et ce quelqu'un, c'est nous.